notre, notre façon de faire et notre façon enfin, notre culture populaire. Donc, du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, peut-être qu'il faudrait que je commence à faire quelque chose sur mes propres parents, sur cette expérience de Barchid. Puis, ça a fait sa route jusqu'en 2018 où j'ai été contacté par Léa Morin, qui était la co-directrice de la télé de l'Observatoire. Et avec elle, on a commencé à discuter. À ce moment-là, j'étais en France et j'ai décidé de rentrer au Maroc pour pouvoir me réserver à cette recherche. Et au même moment, j'étais sélectionné dans un programme qui s'appelle le programme Houdoud, où justement, c'était de faire un travail entre l'art et la recherche. J'ai été sélectionné en tant que chercheur, parce que moi, je suis anthropologue de formation et la recherche est vraiment une passion que j'ai. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, notamment le travail de terrain. Le travail de terrain est quelque chose qui est fondamental je pense, dans la logique de compréhension dynamique, dans la logique de compréhension de certains aspects de nos sociétés, et c'est quelque chose qui m'a extrêmement intéressé. Je suis entré dans ce programme, c'est là où je me suis rendu justement à l'IFA Galerie à Berlin, et j'avais emmené avec moi une petite série, des petites bribes d'archives, et en arrivant sur place et en étant en dialogue avec les artistes qui étaient sélectionnés dans le programme, j'ai commencé à déployer mes archives sur la table, sur les murs, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir une espèce d'entrée vers ma recherche en me disant peut-être que si je réfléchis cette recherche à travers une pratique artistique qui va être, on va dire, l'exposition, l'installation, peut-être que ça va me permettre d'avoir, on va dire, ce recul nécessaire pour entrer dans une recherche aussi intime qu'une recherche sur une histoire familiale qui croise des dynamiques nationales et transnationales. Et en entrant justement à Berlin, j'ai commencé, grâce à Omar Brada, à Driss Ksikes, à commencer à m'interroger aussi sur le statut des archives que j'avais. Et j'étais dans une position assez particulière dans la mesure où, en fait, en tant qu'anthropologue, je m'intéresse énormément à l'oralité, c'est-à-dire au discours des gens, à leurs témoignages. Nous, en tant qu'anthropologue, notre base, c'est le terrain, c'est le travail de terrain, c'est-à-dire être avec les gens, être dans la société, et aussi porter un intérêt et prendre au sérieux les questions d'oralité, prendre au sérieux les témoignages qu'on écoute et d'essayer, à partir de ces témoignages et de cette oralité, de construire un savoir qui fait partie du domaine des sciences sociales sur certains aspects particuliers de nos sociétés. Donc, du coup, moi, je me suis retrouvé face à une oralité extrêmement conflictuelle parce que c'est une oralité qui est mienne, c'est une oralité qui est familière, c'est une oralité qui est intime, c'est une oralité qui est portée par mes parents et qui est aussi portée par un discours un peu de, on va dire, l'amertume, parce qu'on va le voir par la suite, c'est une expérience qui n'est pas arrivée jusqu'au bout, c'est une expérience qui a été arrêtée, qui a été tuée dans l'œuf. Et donc, du coup, il y a l'ensemble de cette amertume, l'ensemble de on va dire, ce vocabulaire de la défaite, et cette volonté de reconnaissance d'une activité particulière. Et j'avais cette oralité-là. Et face aux archives, en fait, il y a 3 semaines, ça s'est ouvert. Enfin, il y a eu quelque chose comme on fait une découverte Eureka. Ça s'est ouvert en écoutant l'intervention d'un anthropologue marocain que j'aime énormément, qui s'appelle Zakaria Rani, et qui va justement engager toute une réflexion sur le poids de l'oralité, le poids de l'écriture, c'est-à-dire le rôle de l'historien et le rôle de l'anthropologue. Et pour lui, pour Zakaria Rani, l'oralité, c'est ce qui est hors texte, ce qui est en dehors du texte. Et il y a besoin d'une écriture pour être historicisé. Donc, du coup, moi, dans ma posture, c'était comment arriver à prendre au sérieux cette oralité de mes parents, ce récit intime, ce récit familial, et à le poser à travers une recherche historique pour essayer de l'historiciser et surtout de lui donner une cohérence et de lui donner une base, une légitimité, on va dire. Parce que je me disais que c'est peut-être un discours des parents et qu'il fallait que j'aille chercher les preuves qui puissent arriver comme soutien de cette oralité. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai un peu revêtu l'habit de l'historien, sans être réellement historien, sans avoir les méthodes de l'historien. Donc, je me suis plongé dans les archives pour essayer de saisir les événements qui se sont passés dans leur chronicité, dans leur développement date par date, jour par jour,
pour essayer d'apporter cette base de légitimité à cette oralité que j'écoutais. Et dans mon travail, je me suis beaucoup perdu dans cette subjectivité entre l'oralité et l'écriture. Et en écoutant le témoignage de Zakaria Rani, il y a eu comme une ouverture. Je me suis dit, en fait, il n'y a jamais eu, je pense, une opposition entre l'oralité et l'écriture, mais tout ce qu'il y a eu, c'était une volonté mienne de vouloir inscrire dans l'histoire un témoignage personnel, un témoignage privé, un témoignage qui soit mien. Donc, du coup, par rapport à ça, je suis tombé sur cette, grâce aussi à Zakaria Rani, je suis tombé sur cette citation de Michel de Certeau, Abslam, attends. qu'il est possible. Abslam, il y a quelqu'un qui. Fatem Zahra, il faut que tu coupes ton micro. Ah, comme ça, vous savez que je suis malade. Oui. Désolée, I'm sorry. I'm sick. That's why I don't have the camera on, but now you know everything. Merci. Merci, Madame Zara. Mais donc là, non. Là, je dis que grâce à Zakaria Rani, je suis tombé un peu sur cette citation de Michel de Certeau, qui est un sociologue français, et qui a une phrase extrêmement intéressante qui agit comme une sorte de détonateur par rapport à mon travail et qui essaie d'expliquer mon travail. C'est qu'il dit que l'écriture joue le rôle d'un rite d'enterrement. Elle exorcise la mort en l'introduisant dans le discours. D'autre part, elle a une fonction symbolisatrice. Elle permet à une société de se situer en se donnant dans le langage un passé. Elle ouvre ainsi au présent un espace propre, marquer un passé et faire une place aux morts, mais aussi redistribuer l'espace des possibles, déterminer négativement ce qu'il y a à faire. Par conséquent, utiliser la narrativité qui enterre les morts comme moyen de fixer une place aux vivants. Cette phrase dit utiliser l'écriture de l'histoire comme une narrativité qui enterre les morts comme moyen de fixer une place au présent, aux vivants et au présent, a été un peu une espèce de détonateur pour moi et qui résume un peu mon travail, c'est-à-dire que tout ce travail historique, recherche familiale, c'est utiliser la narrativité, c'est pouvoir enterrer finalement cette expérience avec mes parents qui sont encore en vie, avec mes parents, pouvoir l'enterrer, pouvoir en faire le deuil, pouvoir en parler comme un moyen de fixer une place à moi, à mon époque, à me permettre de vivre mon époque à travers cette recherche dans les archives, de pouvoir affronter mon époque et d'affronter l'époque dans laquelle je vis. Donc pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement important de me dire que cette narrativité, cette recherche-là qui va enterrer les morts, est un moyen aussi pour nous de pouvoir fixer notre place dans le vivant. C'est comme ça aussi que je comprends une recherche sur l'école de Casablanca, c'est comme ça que je comprends une recherche sur Mohamed Mlehi, c'est comme ça que je comprends une recherche sur Mohamed Chibra, c'est-à-dire que s'engager dans une narrativité qui enterre les morts pour nous fixer notre propre place dans la société et dans notre contemporanéité. Et donc voilà, ça c'est pour me situer généralement et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à rentrer à réfléchir à la restitution, j'ai pu enfin dépasser cette logique entre oralité et écriture en me disant que c'est à travers un déploiement l'entraille de mes recherches que généralement les chercheurs gardent bien caché chez eux, dans leur carnet de terrain, gardent bien caché dans leur espace de travail. C'est d'essayer de montrer aux personnes qui viennent, non pas le résultat de la recherche, mais les entrailles de la recherche, c'est-à-dire ce qu'il y a au plus profond et au cœur de cette recherche. Et donc, du coup, pour moi, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui en vous présentant l'ensemble du travail qui m'entoure. C'est aussi une façon pour les résidents qui n'ont pas pu venir et qui devaient venir, aussi une occasion pour que vous puissiez voir un peu l'installation d'archives que je n'appelle pas une exposition parce que ce n'est pas une exposition d'art, je ne suis pas artiste, je suis un chercheur qui essaie de montrer un peu les entrailles de sa recherche. Et donc, l'installation ici présente suit un article qu'a écrit mon père en 1992 sur la folie, la poésie et la résistance, qui revient un peu avec beaucoup de recul sur son expérience à Barchid et sur son expérience psychiatrique. Ici, je vous montre un peu la répartition de l'espace. Bon, ça, c'est le grand salon de Tinkart, là où je suis, où j'ai petit à petit, en avançant dans la recherche, et investi le mur que je trouvais autour de moi pour pouvoir essayer de voir beaucoup plus clair
dans l'amas de recherche et l'amas de témoignages intimes et personnels de ma famille et pour pouvoir essayer de, à travers le déploiement de ces archives, raconter une histoire, narrer une expérience. Donc, et je pose aussi cette citation de Roberto Juárez, qui est un poète argentin, qui dit que l'unique manière de recevoir une création, de la créer de nouveau, peut-être de se recréer avec elle. Et c'est une citation que j'ai lue, que j'ai écoutée grâce à des amis à moi mexicains qui m'ont à Shahrazad à Marseille, qui m'ont justement montré cette citation qui montre un peu aussi l'ensemble du travail que je fais, c'est-à-dire qu'en faisant ce travail de déploiement des archives, je reçois une création qui a été le travail de création qu'a effectué mes parents avec un groupe d'artistes de l'école de Casablanca et d'essayer de la créer de nouveau, c'est-à-dire d'essayer de lui redonner une vie et aussi de me recréer moi-même avec elle, me réactualiser moi-même avec elle. Donc là, on commence par l'entrée de la travail et cette première phase introductive. Dans le pays du soleil, des épices et des houris, il semblerait que la folie soit une poésie. Seulement, nous sommes en droit de nous demander si la folie est uniquement poésie ou bien une souffrance et une résistance. Cette première phrase est la phrase introductive de l'article qu'a écrit mon père en 1992 et qui résume un peu l'ensemble, on va dire, de la pensée qu'il développe et qu'il élabore autour de la poésie. C'est-à-dire que dans un regard, on va dire, exotique, orientalisant sur le Maroc, qui serait le pays du soleil, le pays des épices, le pays du Mijdoub, c'est-à-dire cette personnalité qui court les rues, qui a une folie poétique, ben, on est en droit de se dire que la folie est seulement une forme de poésie, elle peut être une forme de poésie, mais la folie est d'abord et surtout une souffrance et une résistance. Et l'ensemble du travail de mon père en tant que psychiatre marocain, en tant que psychiatre marocain, est d'essayer de replacer la folie au cœur de ce qu'elle est, c'est-à-dire une souffrance qui a besoin d'espace et de lieu, d'écoute et de prise en charge de cette souffrance. Donc, à partir de cette introduction, je vais commencer un peu dans le déploiement des archives. Ici, c'est la première, on va dire, la première partie de l'installation. Parce que quand j'ai commencé à aborder cette recherche, je me suis retrouvé avec énormément de noms, énormément de personnes. Je me suis rendu compte petit à petit en refixant les liens entre mon père, ma mère et l'ensemble des personnes qui ont rendu cette expérience possible, il y avait une réelle enchevêtrement, on va dire, un réel croisement de relations interpersonnelles qui ont rendu cette expérience possible. Et ça a été ma porte d'entrée, parce que je réfléchis beaucoup dans ma recherche, que ce soit cette recherche-là ou dans d'autres recherches, sur quelles sont les possibilités d'émergence et de création de dynamiques collectives et comment est-ce que ces dynamiques collectives naissent et meurent. Et en cherchant beaucoup dans le réseau de relations de mes parents, je me suis rendu compte en fait, que ce qui rend possible cette expérience de Mourchid, d'abord, ce sont ces relations interpersonnelles. C'est là où j'essaie de construire ce tableau de relations intrapersonnelles où mes parents sont placés en fait au centre d'un réseau de relations où, par exemple, ma mère est assez proche de la famille Jib'a, elle est assez proche mouvement de souffle et notamment de Jocelyne Labi, qui est la femme de Labi, assez proche aussi du groupe Anfas quand il va être arrêté en prison. Mon père, de son côté, est assez proche de Pauline de Mazières, qui ouvre la galerie L'Atelier en 1975 et qui va lui présenter par la suite Mohamed Mlihi et Tony Maraini. Et il va rencontrer, grâce à Pauline, Mohamed Qassimi. Mes parents se rencontrent chez Moulem Al-Arossi, qui a un commissaire d'exposition et un théoricien de l'esthétique. Et aussi, mon père va connaître Jeanne Wiltord, qui est une psychiatre martiniquaise, qui va venir au Maroc en 1975, va lui présenter de son côté, parce que pour une chose aussi simple que Jeanne Wiltord est la voisine du dessus de Farid Belkahia, donc qui, grâce à elle, va rencontrer un ensemble de personnes. Et l'ensemble de ces personnes-là, que ce soit Mohamed Mlihi, Tony Maraini, Mohamed Chib'a, Mohamed Qassimi, Moulem Al-Arossi, Hariri, et les peintres de l'ATMAP, Ghatas, Hamidi, Miloudi, Hassani, toutes ces personnes-là vont être des personnes clés et vont être les personnes qui vont rendre l'expérience de Mourchid possible. Et donc, on continue à m'intéresser un peu
réseau de relations, je rentre dans la deuxième partie de cette installation, qui est celle que je tombe dans les archives de mes parents sur énormément de documents de première main. Si vous pouvez le voir, que ce soit des affiches ou bien des catalogues, énormément de catalogues de première main, énormément d'écrits, notamment des écrits en arabe sur les revues culturelles et artistiques au Maroc. Et donc, je rentre dans les mondes de l'art, c'est-à-dire, on va dire, cette continuité de l'école de Casablanca. Je rentre dans les mondes de l'art par cette, on va dire, par ce biais de l'intime, parce que mes parents ont une relation intime avec ce monde-là. Donc, du coup, je vais tomber sur des documents de première main, des catalogues, d'un ensemble d'archives qui vont montrer une dynamique extrêmement importante de 75 jusqu'à à peu près la fin des années 70, jusqu'à peu près début des années 80. Il y a une dynamique extrêmement importante d'exposition, une dynamique extrêmement importante de propositions artistiques. Il y a un monde de l'art qui se forme. Le monde de l'art, je reprends ici la définition de Howard Becker, sociologue américain, qui définit le monde de l'art comme un réseau de coopération duquel les mêmes personnes coopèrent de manière régulière et qui relient les participants selon un ordre établi. On fait de l'activité même de toutes ces personnes qui coopèrent. Et donc, du coup, on voit surgir à travers ces archives-là un monde de l'art où il y a des expositions, des galeries qui accueillent, des critiques d'art, et des personnes qui s'occupent, on va dire, de l'aspect graphique, des personnes qui s'occupent de l'édition, les mêmes artistes s'occupent de l'édition aussi. Et donc, du coup, il y a une certaine dynamique de 75 à 80 où mon père est complètement inscrit, qui va rendre possible, on va dire, l'expérience de Bachir. Par la suite, je vais m'intéresser à quelque chose d'assez important. Pour mon père, là, on rentre dans la phase que j'appelle folie, parce que je divise en fait l'installation en trois parties, folie, poésie, résistance. On rentre dans l'ensemble de la recherche que va effectuer mon père pour les questions de folie. Et cette recherche commence en 1975 au pavillon 36 de Casablanca, au CHU d'Ibn Rushd à Casablanca, sous la direction de Wiltord, qui est une psychiatre martiniquaise, qui va arriver au Maroc en 1975 comme coopérante pour aider un peu à la structuration de la psychiatrie au Maroc. Et il va venir avec elle. C'est une passionnée de Frantz Fanon, c'est une passionnée du travail que développe Félix Guattari, à la Borde, Félix Guattari, qui est un psychiatre, psychanalyste, et aussi un chercheur et philosophe qui a écrit beaucoup de choses avec Gilles Deleuze. Elle est extrêmement intéressée aussi par, on va dire, le mouvement antipsychiatrique. Il y a un mouvement qui se développe à la suite de la Deuxième Guerre mondiale et un mouvement qui n'est pas, comme même le rappelait mon père, qui n'est pas contre la psychiatrie et qui justement essaie de placer la psychiatrie comme une souffrance qui a besoin de lieu d'écoute et non de lieu d'enfermement, et participe à l'ensemble de ce mouvement qui naît en Europe dans les années 70 de critique radicale de la psychiatrie asilaire. Et donc Jeanne vient en 1975, là mon père est interne là-bas et il commence un ensemble d'activités, par exemple il commence des activités d'ergothérapie, il commence des réunions entre soignants et soignés pour pouvoir mettre l'écoute au centre du processus thérapeutique, et Jeanne va permettre, par une chance inouïe, va permettre à mon père et à Assia Arsbi, qui est aussi une psychologue qui travaille avec eux à l'époque, de se rendre en 1977 à Trieste, en Italie, à un congrès antipsychiatrie, un congrès qui maintenant fait date. Mes parents, enfin mon père et Assia Arsbi, ont croisé en 1977 Franco Barzaglia, David Scoop, l'ensemble de ce réseau transnational qui travaille justement à une critique radicale de l'institution psychiatrique. Et donc du coup, bon, là on a essayé d'utiliser en fait l'espace qu'on avait, c'est-à-dire la fenêtre, et il y a une jolie communication avec l'extérieur parce que l'hôpital, le pavillon 36 se trouve à gauche, là, très loin derrière ici. Du coup, il y a comme une espèce on va dire, d'ouverture vers cet espace-là. Et principalement, cette expérience du pavillon 36 est l'expérience fondatrice. C'est à partir de l'expérience du pavillon 36 sous la direction de Jeanne Wiltord, qui est une amie intime de la famille, c'est à travers cette an intimate friend of the family that
my father will become interested in how to do psychiatry otherwise and how to construct a kind. Cette question de penser et construire une psychiatrie marocaine peut venir aussi d'un intérêt que va développer mon père pour l'ensemble, on va dire, des thérapies populaires, c'est-à-dire l'ensemble de ces façons de faire, de ces façons de soigner qui ne sont pas de la psychiatrie, qui sont l'ensemble des mondes liés, on va dire, à la visite des saints, au lila de Gnawa, c'est-à-dire les nuits de transe, au culte, ce qu'on appelle en littérature anthropologique les cultes de guérison. Et c'est l'ensemble de ces espaces qui existent au sein de nos sociétés, qui sont des espaces de parole, qui sont des espaces d'expression du corps, surtout pour les femmes, qui sont des espaces aussi de mise en forme symbolique de problèmes qui traversent notre société. Et mon père commence à s'intéresser à ça sous l'impulsion de Jack Wiltord, qui va justement arriver aussi avec une expérience qui s'était passée dans les années 70 à l'hôpital Fann de Dakar, qui essaie d'intégrer une série de pratiques de la psychiatrie populaire, de la thérapie populaire, dans un dialogue avec la psychiatrie qu'on appelle la psychiatrie moderne. Et donc, du coup, mon père s'intéresse à ces questions pour une question toute simple, qui est le fait que 99% des gens qui passent le voir à l'hôpital au pavillon 36 de Casablanca, 99% de ces gens-là sont déjà passés par les réseaux de la thérapie populaire et qui n'arrivent à l'hôpital psychiatrique une fois que le malade qui ramène est difficilement contrôlable ou bien a des excès de violence. Et donc, du coup, ils se disent si 99% des gens vont voir ces thérapies populaires, c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'elles veulent dire quelque chose et que aussi il y a moyen de pouvoir entrer en dialogue avec elles. Donc, il va s'intéresser à ça, il va s'intéresser au Moussem Issawa. Là, on voit des images des Moussem, une fête annuelle qui a eu lieu tous les ans lors de la fête, on va dire, de la nativité. Ça s'appelle comme ça, c'est pas la nativité, mais c'est la fête du Maoulid, c'est-à-dire la fête où on célèbre le prophète. Et il s'intéresse beaucoup, il fait une recherche d'un point de vue réellement, on va dire, ethnologique, et il va aussi s'intéresser, on va dire, à entrer en dialogue avec un Ma'alem Gnawi. Les Gnawa, c'est une confrérie de culte populaire qui font des nuits de transe où ils invoquent des esprits d'Emlouk, où ils mobilisent aussi la corporalité par la transe, par un ensemble de codes de couleurs, un ensemble de codes d'odeurs avec des encens qui brûlent, etc. Et il va rentrer en dialogue avec Ma'alem Sam dans la mesure où Ma'alem Sam va commencer à lui envoyer des personnes qui viennent le voir. Mon père va aussi essayer d'envoyer des patients chez Ma'alem Sam pour essayer, plutôt que d'opposer thérapie traditionnelle que les intégristes musulmans, enfin les intégristes de tous bords, jugent comme quelque chose d'anti-islamique, ou bien on va dire les intégrismes du modernisme ou du développement qui jugent ces pratiques comme des pratiques archaïques qu'il faut enlever, qui empêchent le développement du Maroc, etc., etc. Donc en rupture avec ce discours, il va essayer de rentrer en dialogue pour montrer que c'est possible de pouvoir entrer en dialogue avec ces pratiques-là. Par la suite, toujours dans l'idée de la folie, mon père arrive à l'hôpital de Barchid et là, l'ensemble de ce mur est réservé au travail qu'il va effectuer à l'hôpital de Barchid. Et il dit la phrase suivante. Dans une institution à structure asilaire, créer un espace de parole rencontre des résistances multiples. En effet, l'asile psychiatrique a ses propres façons et logiques qui consistent à exclure ses pensionnaires de façon définitive de la société et de les transformer en malades chroniques. Et mon père, quand il arrive en 1980 à l'hôpital psychiatrique de Barchid, il est historiquement un lieu d'enfermement, puisque avant l'arrivée de la colonisation, c'était une qasba, c'est-à-dire un fort du chef féodal local, qui va se transformer par la suite en caserne militaire et qui va permettre, à travers cette caserne militaire, de conquérir toute la région de la Chaouia, qui est une grande région agricole au sud de Casablanca, et par la suite se transforme en hôpital militaire qui reçoit les blessés justement des guerres coloniales, de l'oppression coloniale, on va dire. En fait, et après, il se transforme en 1921 en hôpital psychiatrique qui va d'abord accueillir on va dire des malades européens et israélites et qui va par la suite s'ouvrir aux malades indigènes, puisque c'était la classification qu'il y avait, européens, israélites et indigènes. Et donc, du coup, mon père, en arrivant sur place, en 1980, il se rend compte qu'il y a à peu près 1300 personnes. C'est
pratiquement 42 hectares, 23 pavillons. C'est l'hôpital national, c'est l'asile psychiatrique au Maroc. Et il arrive sur place et il se rend compte qu'il y a, on va dire, une typologie de personnes qui sont sur place, qui sont les malades chroniques. Les malades chroniques sont, on va dire, des personnes qui sont à l'hôpital depuis 30, 40 ans, 20 ans, qui sont alors rentrés à l'hôpital et qui ne sont pas sortis de cette spirale. Et la maladie chronique, selon Basaglia, qui est le psychiatre italien, sont une production de l'hôpital. C'est l'hôpital qui produit les malades chroniques. Et il y a deux types de typologies de malades chroniques que mon père va réellement trouver sur place. Il y a les malades chroniques qu'il appelle de manière provocante l'arabe paranoïaque, parce que ce sont ce qu'il appelle presque 80% des cas qui sont diagnostiqués pendant la période coloniale et rentrent dans cette catégorie de l'arabe paranoïaque qui a peur du regard de l'ordre et qui est dans un excès de paranoïa. Et donc, du coup, là, il y a la présentation d'un dossier d'un des patients que mon père avait photocopié à l'époque et qu'il avait gardé avec lui, et qui montrait justement que cette personne-là s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique parce qu'à un moment, elle a osé revendiquer que le Maroc devait appartenir aux Arabes et que le Maroc devait être indépendant et que du coup, il s'est retrouvé enfermé. Il est rentré en 1955. Mon père, il rentre en 1980, il le trouve sur place et par la suite, en contactant sa famille, il va essayer de le faire sortir, ce qu'il fait en 1983. Et une deuxième typologie de malades chroniques qui sont les X sans domicile fixe, c'est-à-dire des personnes, on va dire qu'on appelle des vagabonds, des mendiants, qui étaient généralement récupérés dans des rafles à l'époque coloniale et qui a continué par la suite en post-colonie, des personnes qu'on regroupait dans les rues, qu'on enfermait dans les hôpitaux. Donc, du coup, face à cette situation, en collaboration avec un infirmier, Salah Idrissi, qui va être le grand complice de mon père dans son travail sur place, ils vont contacter un par un les familles de malades qu'ils avaient dans leur pavillon pour pouvoir les sortir, parce que c'est des gens qui n'ont rien à faire ici et qui n'avaient rien à faire à l'hôpital et qu'il fallait aussi libérer de l'espace pour pouvoir accueillir des personnes qui ont besoin justement de rentrer dans un espace pour métaboliser leur souffrance. Et donc, à partir de ce moment-là, quand mon père développe ce travail-là, là commencent les grands problèmes qu'il va avoir par la suite, parce que libérer des malades chroniques, c'est aussi vider l'hôpital de ses patients. Le budget qu'ils reçoivent, c'est selon le nombre de patients. Et aussi, il y a toute une série de choses que je pense que c'est ce que j'ai envie de documenter encore plus par la suite. Toute une économie qui se construit sur ces malades chroniques qui va être rompu par ce travail d'essayer de vider l'hôpital de personnes qui n'ont rien, d'essayer de déchroniser l'hôpital. Et donc, du coup, ça va être là l'un de ces problèmes. Et la deuxième logique qu'il va essayer d'instaurer, c'est un espace de parole qui va être de reprendre le travail qui a été fait au pavillon 36, de mettre des réunions toutes les semaines, tous les mercredis, entre soignants et soignés, pour que l'équipe médicale se mette dans une posture d'écoute vis-à-vis de la souffrance et non pas, comme ce que dit mon père, des garde-fous, c'est-à-dire des personnes des gardiens de prison qui gardent la folie enfermée et qui se transforment en personnes qui puissent écouter et accueillir la folie et rentrer en dialogue avec elle. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une pièce d'archives que je vais avoir, que je vais retrouver, qui est dans ces réunions-là, il y a un poète, Rahal Halayqi, c'est-à-dire quelqu'un qui va de place en place et qui raconte la vie à travers de la poésie, à travers une prose assez provocante et assez forte. Et lors de ces réunions-là, nombreuses personnes, qu'elles soient poètes ou musiciennes, vont pouvoir avoir cet espace de parole, cet espace de discussion, qui par la suite sera un espace à travers lequel il pourra entrer en dialogue avec les patients pour pouvoir voir une solution et pouvoir faire en sorte qu'ils sortent. Par la suite, ils organisent un concours de jardinage pour essayer de refleurir l'hôpital et d'essayer de donner, on va dire, une place importante au fait d'essayer de refaire bouger les patients, de faire sortir les patients de leur pavillon et d'essayer de remettre un peu de vie dans cette logique générale, dans la logique générale de l'hôpital. Et donc, par la suite, ils vont faire ce que je commence cette partie qui s'appelle la poésie, faire ce qu'ils avaient commencé à discuter avec Mohamed Mlehi et Tony Maraini en 1978 quand mon père est allé visiter le Moussem d'Assela. Le Moussem d'Assela, c'est un événement qui a été organisé
par Mohamed Mlehi et Mohamed Ben Issa, avec Tony Maraini et des peintres de l'Association marocaine des arts plastiques, qui va être celle de pouvoir investir les murs de la ville. C'est là, en faisant des murales et en investissant directement l'espace public. Et en étant là-bas, mon père va discuter avec Tony Maraini, avec Mlehi. Ils vont se dire pourquoi pas ce qu'on ne ferait pas quelque chose qui serait dans la même veine au sein de l'hôpital psychiatrique. Et c'est là où mon père va inviter un ensemble d'artistes, Mohamed Mlehi, Mohamed Chibaa, Mohamed Qassimi, Rabi' Hariri, Mehdi Hussein, Shaibia, et l'ensemble d'artistes qui sont des artistes assez actifs dans le monde de l'art à Casablanca, qui font partie de l'Association marocaine des arts plastiques. Et donc, du coup, ils vont arriver sur place un mercredi 20 mai, ils vont arriver sur place, prendre leur position et essayer de vivre au sein de cet hôpital. L'une problématique majeure qui s'est posée à l'arrivée au sein de l'hôpital, c'est de pouvoir gérer cette angoisse qui est de se retrouver face à la folie. Ça, c'est quelque chose qui va énormément revenir dans les entretiens que je vais mener par la suite avec les artistes que j'ai pu rencontrer. Et c'est aussi un témoignage qui m'a été fourni par Tony Maraini, c'est-à-dire qu'avant l'arrivée à l'hôpital, il y avait une angoisse telle de pouvoir se retrouver. Je vais te couper, pardon. Va un peu plus doucement pour la traductrice. Pardon. Ah ouais, elle doit galérer, la pauvre. Oui, donc vas-y, non, tranquille, juste un peu plus doucement pour qu'elle puisse bien suivre. Parce que là, je suis déjà un peu en retard. Non, mais c'est pas grave, on est là pour toi. Ouais. L'heure, nous avons longtemps, comme vous dites. Mais je suis vraiment désolé, Nadira, c'est la passion qui parle, donc du coup, j'ai laissé partir le. Mais là, par rapport, on va dire, où est-ce que j'en ai? Oui. Là, par rapport à cette idée de l'angoisse des artistes, qui est celle de pouvoir se retrouver face à la folie, face à leur propre folie. Donc, il a fallu essayer de gérer ces choses-là, cette peur de se retrouver à l'hôpital, parce que l'hôpital psychiatrique de Barchid, dans les années 80, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, que l'hôpital ne soit plus si important au Maroc, bien qu'il y a d'autres lieux de prise en soin de la maladie mentale, jusqu'à aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un je vais t'envoyer à Barchid ou tu viens de Barchid, on fait directement référence à la maladie mentale et à la souffrance psychique. Donc, du coup, venir dans ce que mon père appelle la citadelle de la folie ou cette sanctuaire de la folie, ben, c'est une source énorme d'angoisse pour les artistes. Et tout ça va se préparer parce qu'avant l'organisation de l'événement, mon père fera une dizaine de réunions avec Mohamed Mlehi et Tony Maraini, chez Mohamed Mlehi et Tony Maraini ou bien chez mes parents, pour essayer de discuter avec les artistes et de les convaincre de pouvoir venir. Donc, ils vont venir un mercredi 20 mai. Et le programme des rencontres que j'ai pu retrouver vraiment par une recherche dans les archives journalistiques, qui a été pour moi, par exemple, les journaux en langue arabe ont été une grande source d'enrichissement. Ça a été une source d'archives extrêmement importante, jusqu'au point où je me suis demandé pourquoi est-ce que dans le mouvement en fait, de l'histoire de l'art au Maroc, on ne fait pas référence justement à l'ensemble de ces journaux en arabe, à l'ensemble de ce qui existait, qui n'existe plus malheureusement. C'est que les journaux en arabe, que ce soit le Muharrir, Tihad al-Shiraki, le Mithaq al-Watani, l'Alam, publiaient toutes les semaines un supplément culturel et artistique. Toutes les semaines, il y avait un supplément culturel et artistique qui revenait sur la vie culturelle et artistique, des grands centres urbains, certes, mais qui retraçait un peu une histoire on va dire une histoire culturelle et artistique au Maroc en train de se faire. Donc, du coup, pour moi, les journaux ont été vraiment une source d'informations extrêmement importante. J'ai pu retracer presque heure par heure le déroulé des journées. Donc, la matinée de 9h à 15h, il y avait la présence artistique, l'action picturale, où les artistes intervenaient sur les murales. Il y a des artistes qui ont décidé de travailler dans les pavillons, d'autres artistes qui ont décidé de travailler en dehors, chacun selon son rapport à la folie, chacun selon son rapport à l'angoisse. À partir de 15h, il y avait les portes ouvertes de l'hôpital. C'est vraiment quelque chose assez extraordinaire qui était celle d'ouvrir pour la première fois de l'histoire, ouvrir les portes de l'hôpital pour que les habitants de Barchid puissent rentrer et voir cette citadelle de la folie. Et puis puisse aussi que l'hôpital puisse faire partie de son environnement direct et son écologie directe. Donc, il y a eu ce qu'on appelle Faraja, des spectacles qui ont été organisés à l'intérieur de l'hôpital, qui ont permis
aux habitants de rentrer voir les fresques, de rentrer voir les peintres en train de travailler, de rentrer côtoyer les patients, regarder des spectacles de théâtre, de marionnettes. Et il y a eu aussi des projections de films dans l'espace public, en dehors de l'hôpital à Barchid, en plein air. Le soir, à partir de 20h, il y avait une série de discussions, des discussions notamment sur l'histoire de l'hôpital pour le jeudi soir. Le vendredi soir, enfin, je donne les détails parce que c'est extrêmement important pour moi de donner les détails, parce que pour les trouver, ça a été extrêmement dur et ça m'a demandé énormément de choses, mais c'est aussi cette logique-là pour moi de rentrer dans une micro-histoire de l'oralité que j'écoutais pour lui donner en fait une existence propre, pouvoir essayer de l'historiciser. Et le soir, il y avait une série de discussions, ces séries de discussions dont j'ai pu avoir, grâce à mon père, j'ai pu avoir des enregistrements sonores et qu'on a numérisé grâce au travail d'une personne que j'apprécie énormément, qui est Yanis, qui tient le label Habibi Funk, et qui a fait gracieusement ça pour moi. Et c'est vraiment aussi, même dans cette démarche, il y a énormément de personnes qui m'ont beaucoup aidé, énormément aidé et facilité la recherche. Donc voilà, je les remercie aussi depuis ici. Donc ce programme-là se déroule tous les jours. Le premier jour, il y a une réelle résistance. Le premier jour, il y a une réelle résistance de la part, on va dire, des artistes qui ne comprennent pas ce qu'ils font là, qui ne comprennent pas ce qu'ils vont faire ici. Est-ce qu'ils sont là pour l'esthétique, pour la décoration? Pour la décoration, est-ce qu'ils sont là pour travailler avec les artistes, avec les patients, pardon? Donc, il y a un gros malaise au début. Au fur et à mesure des passages des jours, et selon le témoignage de Tony Maraini, après justement une après-midi où il y a une séance de trance et de musique qui a été organisée au sein de l'hôpital, grâce à la participation d'un musicien, le Moki, qui est un musicien de Barchid et qui est, on va dire, une star de Barchid et qui fait de la musique de trance. Et donc, du coup, le Moki va permettre aux patients de rentrer en transe et petit à petit, ce moment-là va comme libérer l'ensemble de cette angoisse et les artistes vont pouvoir commencer à réellement performer. Ici, dans cette partie, je me concentre principalement sur 3 artistes qui ont travaillé avec les patients, directement avec les patients. Il y a l'artiste Samir Salama, qui est un artiste palestinien qui était à Rabat à cette époque en exposition à l'atelier, à la galerie L'Atelier, qui a été invité par Mohamed Mlihi à venir intervenir à l'hôpital. Samir Salama est un artiste extrêmement actif de l'Union des artistes palestiniens. Pour l'anecdote, je l'ai retrouvé par hasard dans l'exposition Disquiet qui a été organisée par Pacha Salti et je pense c'est Hind Khouri. Je pense, je m'excuse pour le terme, mais je l'ai retrouvé à ce moment-là. Donc, c'est aussi quelqu'un qui représente vraiment cette transnationalité de la circulation des artistes dans le monde arabe qui est extrêmement importante à cette époque. Et donc, Samir Salama va rentrer, on va dire, en dialogue avec les patients, va vivre au sein du pavillon Aboul Walid. Le pavillon où se trouvait mon père. Travailler mon père, il va faire un travail extraordinaire avec les patients. Il va être un travail fait autour des signes, autour des couleurs, et qui est vraiment un travail extrêmement important. Et la deuxième artiste qui est Malika Exnay, qui est justement Malika Exnay, une des étudiantes de la période de l'école des Beaux-Arts Casablanca, le School of Casablanca. Malika Exnay, cette étudiante-là, très engagée. Elle va venir à Barchid justement par souci de pouvoir faire quelque chose. Et là, à Barchid, elle va rencontrer Kulthum, une patiente. Elle va rentrer dans une relation extrêmement forte avec Kulthum. Et Kulthum va accompagner Malika Exnay. Elle va réaliser aussi des murales, dont celle-là. J'aurais bien aimé vous montrer plus de détails, mais bon, j'archive tout ça et je les mets à disposition sur Internet, donc vous pouvez voir par la suite l'ensemble de ces détails. Mais Malika va être extrêmement marquée par cette expérience-là. Et bien après l'expérience, elle va continuer à voir Kulthum, elle va développer une relation extrêmement forte avec Kulthum. Elle m'en parle encore aujourd'hui avec une espèce de force de la parole et de la force dans ses yeux. Et Malika, principalement, ce qu'elle m'a dit lors d'un entretien avec elle, c'était que ce qui l'avait le plus marqué, c'était en fait la détresse des femmes qui se trouvaient dans la chronique, qui avaient chacune une histoire extrêmement forte et qui lui a fait prendre conscience un peu
ce passage à Barchid, c'est qu'en fait, n'importe qui d'entre nous, là, elle me répétait ça énormément de fois, n'importe qui d'entre nous peut se retrouver là-bas. C'est-à-dire que la folie n'est pas quelque chose qui est spécifique aux malades qu'on met dans les hôpitaux et qu'on enferme, c'est quelque chose qui arrive à presque tout le monde, et ça, c'est quelque chose qui va lui rester. La troisième personne, c'est Abdelkbir Rabia, qui lui est assez réticent de venir à l'expérience avant, parce qu'il ne voulait pas venir en tant qu'artiste peintre qui va faire une murale, etc., etc. Mais il va venir là-bas avec un peu de réticence, et petit à petit, il va développer un travail extraordinaire avec des patientes qui se trouvaient dans le pavillon des femmes de Kalamani, et il va développer un travail extrêmement intéressant avec elles, en partant sur les signes, sur les couleurs, sur les mains, et en entrant en dialogue avec elles à travers on va dire, l'utilisation de la peinture et des mains, et par la libre expression d'un geste, ou de développer des gestes avec elle. Et par la suite, là, en haut à droite, on voit là, c'est la peinture de Hashmi. Le Hashmi, qui est un patient qui s'est retrouvé dans un pavillon où il n'y a eu aucun peintre qui est venu. Il a demandé au peintre de lui filer de la peinture. Il s'est enfermé pendant 3 jours et il a produit des œuvres qui ont créé un grand débat à ce moment-là. Justement, ce débat folie-créativité, l'a-t-il fait par folie ou l'a-t-il fait par le fait qu'il soit artiste? Du coup, voilà, ça, c'est un long débat et quelque chose aussi auquel je m'intéresse. Donc, du coup, là, je vous montre un peu plus les détails. Là, c'est Malika avec le tome. Là, c'est le travail de Rabi. Là, on voit au milieu les patientes et tout le travail qui se fait sur les murales petit à petit. Et là, c'est Sami Salama et le pavillon Aboul Walid, notamment le travail qu'il va mener avec cette personne-là qui s'appelle elle-même, s'appelle Dieu le ciel, parce qu'il disait qu'il était Dieu le ciel et que de temps en temps, il montait sur le pavillon pour pouvoir clamer des paroles divines. Et il va développer une relation extrêmement importante avec Sami Salama. Et c'est à partir de ce moment-là où ces personnes qui ne parlaient pas, revenaient d'une expérience extrêmement traumatisante en France, ont commencé à exprimer. Et par la suite, parce que quelques mois après tout cela, pouvoir entrer dans un dialogue avec mon père et sortir de l'hôpital. Et donc voilà, le Hashmi, ça, c'est des parties de son travail. Et ça, c'est une partie des expressions murales des patients. Par la suite, il y a quelque chose de... Voilà, j'ai déjà parlé des journaux, mais là, par exemple, on peut voir que, bon, après, il y a eu une grosse couverture journalistique de l'expérience, mais ce qui s'est passé, c'est que le jeudi 28 mai, quelques jours après la fin de l'expérience, mon père reçoit un ordre de transfert vers l'hôpital psychiatrique de Fès, qui est perçu comme une sanction disciplinaire sans raison, en fait, mais enfin, c'est un transfert qui est sans raison, mais que l'ensemble des gens qui sont au sein de l'hôpital voient clairement comme une sanction disciplinaire et comme une volonté de pouvoir éloigner quelqu'un qui va essayer de faire bouger une structure asilaire. Et c'est à partir de ce moment-là, l'institution asilaire, avec toute sa puissance, va retomber sur mon père et sur Salah Idrissi, l'infirmier qui travaillait beaucoup en binôme avec mon père. Et à partir de ce moment-là, commencent les problèmes qui vont durer jusqu'au départ de mon père de l'hôpital. Et il y a aussi un autre contexte politique qui est extrêmement important et auquel je suis arrivé par hasard en faisant cette recherche, parce que du coup, à l'intérieur des journaux, il y avait les articles qui traitaient de l'expérience de Barchid, et en une, il y avait les articles qui traitaient d'un événement historique extrêmement important, qui est la grève du 20 juin 1981, la grève générale du 20 juin 1981, qui va se passer 3 semaines après la fin de l'expérience. Et cette grève générale est venue suite à l'augmentation des prix de 5 denrées alimentaires. Et ce jour-là, le 20 juin, il va y avoir un massacre d'État, c'est-à-dire il va y avoir des personnes qui vont être tuées, des personnes qui seront énormément de personnes qui sont emprisonnées. On va dire un massacre et des tueries qui ont été reconnues par l'État au début des années 2000 à travers l'instance équité et réconciliation. Et aussi, ce jour-là, cette tuerie a été reconnue aussi par le fait qu'il y a eu des communes où à un moment ils avaient mis les personnes qui étaient mortes pendant cette période, et dans le lieu de ces fausses communes, il y aura un cimetière à la mémoire des victimes du 20 juin 1981. Et donc ce contexte politique extrêmement tendu va aussi être une des raisons de l'arrêt net de l'expérience, parce que par la suite, il y aura un resserrement, un revissage autoritaire, et l'ensemble de ce qui peut faire bouger des choses va complètement être abandonné.
Là, je rentre dans la dernière partie. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais je rentre dans la dernière partie qui est extrêmement importante pour moi, celle de la résistance. La résistance de l'institution et la résistance à l'institution. Par la suite de l'arrivée des peintres à l'hôpital, mon père va continuer à, on va dire… Un tout petit peu, pardon, je te recoupe, douce, un tout petit peu doucement, on a le temps. Comme ça, elle peut te suivre. Non, mais c'est les aléas du… Je suis désolé, Nadira, je fais vraiment un effort d'aller doucement, mais voilà, je vais essayer d'aller encore plus doucement. En 1981, ils continuent, après l'arrivée des peintres, ils continuent à organiser des activités, notamment ils organisent des fêtes populaires, ils fêtent l'Ashura, qui est une fête populaire au Maroc et dans le monde musulman. Et par la suite, ils vont organiser aussi ce qu'on appelle un tournoi de football, qui peut être quelque chose d'assez trivial, mais c'est un tournoi de football qui se fait dans une logique thérapeutique. Parce qu'à partir du moment où on met des règles de respect de leur jeu, de respect du coup franc, de respect du corner, à partir du moment où il y a des règles qui sont mises en place et qui permettent justement aux patients de pouvoir jouer à l'intérieur de ces règles, ça peut être aussi, on va dire, une espèce de retour vers le réel qui devient important. C'est aussi un grand moment de fête parce que par la suite, les gagnants des trophées ou bien les gagnants des matchs étaient fêtés dans leur pavillon. Et donc, c'était extrêmement important pour mon père et pour l'équipe médicale de continuer à célébrer les fêtes, de continuer à permettre aux patients de célébrer leur appartenance à une société qui fête par exemple l'Ashura, qui fête énormément d'autres événements. Et à la suite du match de football, toute activité va être arrêtée. L'institution, l'asile monstre, ce qu'appelle mon père, va retomber de tout son poids contre l'expérience de mes parents. Mon père va être harcelé presque quotidiennement. À chaque fois qu'il y avait un moyen de pouvoir lui trouver, de mettre des bâtons dans les roues, la hiérarchie médicale le faisait. Et là, ça, j'ai pu vraiment me rendre compte de la profondeur de ce que ça a créé chez mes parents tombant sur une série d'écrits, on va dire, dans une sorte de journal intime qu'a tenu mon père de 83 à 84, qui revient vraiment sur la violence de ce que c'est l'asile, de ce que c'est d'arrêter une dynamique qui veut faire vivre un asile. Donc, du coup, mon père, avec Salah Idrissi, vont subir les pressions de l'institution. Par exemple, mon père va être transféré à El Jadida une fois par semaine. Il devait aller à Jadida. Il était à peu près à 2 heures de route de marché pour pouvoir aller faire des consultations là-bas. On va lui interdire l'accès au pavillon, on va interdire l'accès aux artistes qui voulaient revenir voir les murales ou les montrer à des camarades à eux ou quelque chose. Ils vont interdire l'entrée des personnes extérieures à l'hôpital. Et petit à petit, cette situation va s'envenimer. Là, on voit les détails c'est avant de Ashura et du football. Là, c'est les lettres, ce que j'appelle chronique de la citadelle de l'oubli. Et par la suite, en 1985, il va se passer quelque chose d'assez violent au sein de l'hôpital. Salah Idrissi, qui est l'infirmier, on va dire, collègue, complice de mon père, va être en garde une nuit. Un patient va commencer à se sentir mal. Et le patient va mourir pendant la nuit. Le lendemain, selon le témoignage de Salah Idrissi, qui a été confirmé par d'autres sources, que ce soit les infirmiers de l'époque, que ce soit mon père, ou que ce soit aussi, on va dire, une recherche balbutiante primaire que je commence à mener sur cette question spécifique, parce que ça, j'ai vraiment appris ça vers la fin de ma recherche, il va être accusé d'avoir tué le patient. Et il sera jugé, il passera en justice. Et à ce moment-là, il y a une énorme mobilisation du syndicat de la Confédération démocratique du travail, dont Salah Idrissi était un des membres représentants en Mourchid. Et à travers cette mobilisation, à travers l'absence de preuves que concrètement Salah Idrissi a tué ce patient, il va être acquitté. Et c'est à ce moment-là où le ministère va intervenir et envoyer une commission d'enquête à Barchid pour voir ce qui se passe sur place. Et c'est à ce moment-là où mon père écrit ce rapport, le rapport au ministre. Et justement, pour essayer de retrouver ce rapport, j'ai dû plonger dans une tonne. Et là, vraiment, ce que je présente sur cette image, c'est qu'une
pourcentage de l'ensemble des feuilles, l'ensemble de la communication qu'a eu mon père Salah Idrissi avec sa hiérarchie médicale. Et c'est aussi pour montrer aussi visuellement le temps du père, en fait, à vouloir communiquer avec sa hiérarchie, à vouloir juste se justifier de faire son travail. Donc, du coup, ce rapport-là va être envoyé au ministre, il restera sans réponse. Et par la suite, on va dire en 1985, mon père se rend à Grenoble, en France, pour une exposition Maroc 85 à Grenoble, une exposition qui célébrait le Maroc, qui a invité un ensemble d'artistes à venir là-bas. Qassimi, là par exemple, on voit les murales de Qassimi, enfin faire une grande murale à Grenoble. En arrivant là-bas, en re-rencontrant les artistes, que ce soit Qassimi, Mohamed Mlihi, Tony Maraini, aussi en venant, il a été invité à venir présenter l'expérience de Bourchid. Petit à petit, il va être à Grenoble, il va, on va dire, respirer, c'est ce qu'il appelle. Il dit qu'il a l'enregistrement qui est sur place, il dit qu'il respire, et qu'il se rend compte qu'en fait, qu'il s'est perdu à Bourchid et qu'il s'est entêté dans une voie où il a perdu énormément de force. Et notre famille a dû subir parce que ma mère, à travers son témoignage, ma mère a extrêmement mal vécu cette période de retour du bâton de l'asile, de l'institution asilaire. Elle va recevoir des lettres de menaces, il y a des appels tous les soirs à 3 heures du matin, il y a une réelle pression qui est effectuée contre mes parents à Bourchid. Et donc, du coup, mon père décide en 85 de quitter Bourchid. Et suite au rapport qu'il a envoyé, suite à la commission va en fait, au lieu de trouver une solution là-bas, va dispatcher l'équipe, elle va envoyer mon père à Casablanca. Salah Idrissi va passer de son rôle d'infirmier à un rôle administratif et le médecin-chef sera envoyé, la source des problèmes de la hiérarchie médicale sera envoyée à Agadir. Et donc, du coup, l'expérience de Bourchid et cette dynamique collective est née par un faisceau de relations interpersonnelles, par une implication totale dans les mondes de l'art, par une volonté profonde de vouloir construire une psychiatrie marocaine qui puisse prendre au sérieux les thérapies populaires et qui puisse créer un mix entre des dynamiques transnationales, que ce soit l'antipsychiatrie ou le travail de France Fanon ou le travail développé à Dakar. Et cet effort de vouloir intégrer la peinture dans un milieu asilaire, tout ça va, on va dire, finir en 85. Et par la suite, mon père va passer à Casablanca où il va passer l'ensemble de sa carrière dans un dispensaire de quartier. C'est quelque chose qu'il a tenu à garder, qu'il a tenu ici dans un quartier populaire de Casablanca, Dar Sultan, Dar Fouqara, Shari Al-Fida. Il va y rester toute sa vie parce que là-bas, au moins, il pouvait développer son travail, il pouvait faire vraiment le cœur de son métier de médecin qui est celle de soigner des gens et d'essayer d'apporter un espace de parole au sein d'une société où les espaces de parole sont très peu présents. Et donc, du coup, à ce moment-là, il quitte Bourchid et c'est là où je vois le jour en 1986. Et l'installation se finit par une présentation des murales d'artistes. Et je présente ces murales d'artistes à la fin parce que depuis le début de ma recherche, on n'arrêtait pas de me parler, c'est super, il y a des murales, c'est super les murales, c'est super les peintures, etc., etc. Les artistes sont fortement engagés corps et âme dans cette expérience, mais je ne voulais pas justement qu'on reste sur l'aspect esthétique des murales, ou bien qu'on parle que de ça. J'avais envie de montrer qu'en fait, ces murales, pour pouvoir arriver à des réalisations qui sont des réalisations dont Tony Maraini dit qu'elles sont en fait presque le premier musée marocain dans l'espace public, dans l'espace public à plein air, le premier musée d'art contemporain, je retrouvais la citation, mais Tony Maraini dit ça. Et donc, du coup, au lieu de focaliser sur ça, je l'ai mis à la fin pour pouvoir dire que pour arriver à tout ça, il y a toute une dynamique collective, il y a tout un effort collectif, il y a toute une volonté de pouvoir transformer la société, tout un effort colonial qui est celui de se dire de construire nos propres façons de faire, notre propre psychiatrie, notre propre art, notre propre façon d'écouter les gens. Et il y a cette conclusion de mon père, ça c'est la conclusion de l'article Folie, plaisir, résistance avec lequel j'avais on va dire, commencé avant, c'est de dire que enfin ce n'est pas par un rapport de force entre la tradition et la modernité que nous pouvons aboutir à une solution viable, mais c'est en créant des espaces de dialogue et en acceptant l'autre dans sa différence. Cela ne peut être réalisable que dans des structures et dans une société qui se base sur la reconnaissance des droits les plus élémentaires des êtres humains. Et je trouve cette citation extrêmement importante parce qu'elle met le focus
sur la question il faudrait qu'on sorte de cette dualité stérile entre la tradition et la modernité, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse entre nous, nous qui sommes ici et qui vivons ici, c'est celle de se créer ces espaces de dialogue, de se créer ces espaces d'acceptation de l'autre, de l'interrogation de l'autre, et cela ne peut être possible que dans une société qui se base sur la reconnaissance des droits humains. Et pour qu'il y ait une reconnaissance des droits les plus élémentaires des êtres humains, il faut qu'il y ait aussi cet engagement, celui de faire reconnaître ces droits humains les plus élémentaires. Et voilà, j'espère que moi, à travers cette mini-installation, à travers cette période de résidence, ce que m'a permis cette période de résidence, c'est d'essayer de partager cette recherche avec des amis, avec des proches. Le lieu Tinkart, cette résidence est devenue un lieu de croisement, devenu un lieu on va dire, d'essai de naissance d'un collectif. On est encore en train de galérer à le faire naître, mais on prend notre temps, parce que voilà, il faut qu'on prenne notre temps. Et aussi un espace de rencontre. Depuis hier, depuis que l'installation est posée, depuis hier, je suis extrêmement content parce que aussi cet espace-là à Tinkart, eh ben, ça devient un peu un espace où il y a des gens qui passent, il y a eu les étudiants des Beaux-Arts qui sont passés, il y a des amis à moi qui sont passés, il y a des anciennes connaissances de mon père qui sont passées, et je veux que pendant une petite semaine, en fait, ben, cet espace-là devienne un espace de dialogue et d'acceptation de l'autre. J'avais, on va dire, préparé quelque chose pour la suite, mais je pense que je suis déjà assez long. Ça fait pratiquement 1 heure que je parle. Mais voilà, je sais pas seulement. Non, je pense que tu peux continuer encore un petit quart d'heure et après on ouvre la discussion avec les panélistes et les participants. D'accord. Et Nadira, je suis vraiment désolé. J'ai essayé un maximum de pouvoir parler doucement, mais je suis vraiment désolé. Je te remercie énormément pour l'effort que tu fais. Je sais que c'est pas très, très facile. Mais bon, juste pour finir, en plus là, il y a du texte. Ma période de résidence ici m'a permis aussi avec des amis, notamment avec Mehdi Asdem, de penser et de réfléchir à comment est-ce que nous, à partir de notre position de chercheur, on puisse créer quelque chose qui puisse permettre on va dire, de publiciser des archives privées. L'idée pour nous est d'essayer de créer un centre autonome de recherche, de création de documentation autour des arts au Maroc. On va dire l'objectif principal est de rendre disponible un ensemble de matériaux, un ensemble d'archives aux chercheurs, aux artistes, aux personnes curieuses. Pour ma part, hein, c'est pas le centre de recherche n'est pas encore créé, on en parle, hein, c'est pas quelque chose qui est créé, mais c'est quelque chose que je veux poser. Donc du coup, pour moi, c'est d'adopter, on va dire, la méthode foucaldienne de l'insurrection des savoirs assujettis, qu'on appelle un peu la généalogie foucaldienne. Et premièrement, essayer de continuer le travail de création, de croisement entre disciplines, essayer d'avoir un dialogue avec des artistes, avec des architectes, avec des designers, avec des personnes qui ont un savoir particulier, et d'essayer de faire ce croisement des disciplines et d'encourager ce travail-là, c'est-à-dire justement cloisonner l'académisme de la recherche pour l'ouvrir sur d'autres façons de faire et surtout pour la remettre en cause à travers d'autres façons de faire. Deuxièmement, c'est d'essayer de continuer le travail de création de nos propres outils de recherche et de notre propre discours de l'art. Quand je dis notre propre discours de l'art, ce n'est pas seulement dire on va créer un discours marocain ou national ou je ne sais quoi, c'est aussi d'essayer de se dire qu'il y a des grilles de lecture internationales, universalistes qui sont reconnues, mais il y a aussi nos propres grilles de lecture qu'il faut créer. Ça, je m'inspire énormément aussi du travail qu'a effectué mon père ou que le travail a effectué à l'école de Casablanca dans les années 60, c'est-à-dire ce que Shiba appelle cette reprise de soi, le retour de soi vers soi. Ce retour vers soi ne se fait, je pense, que par une des conditions à faire, c'est celle d'essayer de décoloniser nos questionnements, parce que je reprends une phrase, je répète beaucoup cette phrase, mais je vais reprendre une phrase d'un artiste mexicain, Daniel Morales, qui va dire que la partie la plus créative dans un travail de recherche, dans un travail de création artistique, c'est le moment de l'élaboration de la question. C'est quand on élabore la question que naît la créativité, parce que c'est là où on s'ouvre un champ infini de possibilités et que répondre à ces questions au final n'est qu'un travail, c'est une question de talacha, c'est qu'un travail de pouvoir s'y mettre. Et donc du coup, par rapport à ça, je me dis que le réel effort de décolonisation, c'est celui de décoloniser nos questionnements et de décoloniser l'espace de la création. C'est-à-dire que dans l'élaboration de la question, dans l'élaboration de nos propres questions, c'est là où pour moi
existe l'effort décolonial, et essayer de se dire, OK, il y a ces façons de faire, mais moi, j'essaie de faire selon ma propre façon, selon le vocabulaire qui existe autour de moi, selon le contexte dans lequel je vis. Et troisième des choses, c'est essayer d'entamer un travail sérieux de documentation du réel, en faisant toujours attention à ne pas céder aux sirènes de la facilité théorique ou bien aux raccourcis mimétiques, et je dis ça par pure provocation. Vraiment, moi j'ai envie d'en finir avec la modernité, j'en ai marre de parler de la modernité. À chaque fois qu'on parle de questions, là on parle de modernité. Quand on parle des artistes des années 60, on est dans un combat de l'identité, alors que je pense que ce sont des concepts qui ont des valeurs ailleurs, mais qui ne sont pas du tout valables chez nous. Donc du coup, justement, c'est pas qu'une critique de dire il faut qu'on délaisse ces choses-là, mais qu'il faut qu'on recrée nos propres choses et nos propres vocabulaires. Et dans tout ça, qu'est-ce que vient faire ce qu'on appelle l'insurrection des savoirs assujettis? L'insurrection des savoirs assujettis vient, selon Foucault, un mouvement de critique dans les années 60, critique vraiment tout ce qui est proche, notamment l'antipsychiatrie, toute la critique de la psychiatrie asilaire, etc., etc. Et que c'est une critique qui est assez locale, contre la tyrannie des discours englobants, avec leur hiérarchie, avec tous les privilèges des avant-gardes théoriques, et que justement le caractère local de cette critique, c'est ce qui lui donne la force, qui est celle de casser ces discours englobants. Et cette situation de savoir assujettis, c'est-à-dire des savoirs qui sont en sujettissement, c'est-à-dire qui sont réduits, on va dire, qui sont minorisés, pour reprendre un terme de Deleuze, des savoirs mineurs, en fait, cette insurrection des savoirs mineurs est pour moi une grille de lecture et une méthodologie de travail. D'abord, une méthodologie de travail, c'est ce que dit Foucault, cette insurrection des savoirs assujettis se fait par un retour des savoirs, c'est-à-dire d'abord un travail d'érudition approfondie, pour mettre à nu l'ensemble des savoirs historiques ensevelis, des savoirs historiques enfouis, historiques qu'on a mis de côté, qu'on a gardé à la lisière de l'histoire. Du coup, c'est ce que fait par exemple Foucault dans son travail sur la folie ou sur la prison, c'est-à-dire d'essayer vraiment de faire de l'érudition profonde, pour mettre à nu ces savoirs historiques ensevelis, pour pouvoir casser et donner une place justement on va dire, aux traces des luttes qui ont minorisé ces savoirs-là. Le deuxième intérêt de l'insurrection des savoirs assujettis, c'est un travail d'intérêt de collecte des savoirs des gens, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'ensemble de savoirs disqualifiés, savoirs non conceptuels, savoirs insuffisamment élaborés, tout savoir qu'on considère comme trivial, par exemple, on va dire les formes de thérapie populaire, c'est-à-dire qu'au Maroc, tout le monde dénonce ces pratiques-là, que ce soit ceux qui sont dans un référentiel islamique intégriste ou ceux qui sont dans un référentiel moderne intégriste, on va dire. C'est-à-dire que tout le monde dénonce un savoir que les gens vont, alors que les gens le vivent en fait, et qu'on ne peut pas dénigrer le savoir des gens comme ça. Il faudrait qu'on s'y intéresse, que ça nous permette à nous-mêmes de nous recréer, que ça nous permette à nous-mêmes de nous rééduquer, et de nous mettre à l'écoute de la société dans laquelle on vit. Donc, à travers un travail d'érudition profond, à travers un travail d'intérêt au savoir des gens, à tous ces savoirs assujettis, à ces savoirs mis de côté, ben, ça dessine une méthode de travail qui peut, à notre avis, à mon avis, essayer de rompre, et c'est ce qu'il dit ici, selon, si vous voulez, généalogie ou bien, pour moi, insurrection des savoirs assujettis, le couplage des connaissances érudites, des mémoires locales, couplage qui permet la constitution d'un savoir historique des luttes, l'utilisation de ces savoirs dans les tactiques actuelles. Donc, je pense que pour moi, c'est un credo assez important d'essayer de coupler un travail érudit, notamment dans le monde de l'histoire de l'art au Maroc, s'intéresser aux archives en arabe, parce que le Maroc postcolonial, il y a 41 revues artistiques et culturelles en arabe, il n'y a pas que Souf, il n'y a pas que Intégral, il y a 41 revues qui ont travaillé sur de nouvelles formes de littérature, de nouvelles formes de poésie, et qui ont donné la place aussi au dialogue avec les arts visuels, et aussi un ensemble de savoirs qui sont par exemple les suppléments culturels des journaux en arabe, et qui permet justement d'aller chercher d'autres discours, les mémoires locales qui sont les mémoires du discours des gens, non pas dans une logique de fétichisation, c'est-à-dire que le discours des gens c'est super, mais plutôt dans un effort de se mettre à l'écoute de la société dans laquelle on vit, pour pouvoir, on va dire, essayer de construire des discours et une histoire de l'art qui soit nôtre. Et donc voilà, ça c'est mon programme de recherche qui est immense, face aux, on va dire, 13, l'ensemble des chantiers qui ont commencé un peu partout par ici. Et je remercie énormément, on va dire,
l'école de Casa, le programme de l'école de Casa. Je remercie énormément Tinkart pour m'avoir donné la possibilité, on va dire, de me réserver, d'avoir un lieu pour pouvoir me réserver à ces questions-là. Et voilà, donc moi, la recherche commence à peine pour moi. Et j'aimerais beaucoup vous remercier pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été assez long. Je remercie Nadira. Aussi, avant de finir, j'aimerais vraiment rendre hommage à une personne qui est morte ce matin, qui s'appelle Khalid Jamri, qui est un journaliste assez courageux et qui est une personne qui a énormément apporté dans le champ journalistique au Maroc, qui est le père d'Abou Bakr Jamri, un journaliste que j'apprécie énormément. Je profite de cette occasion aussi pour essayer d'apporter mon soutien et d'essayer de dire qu'aujourd'hui au Maroc, eh bien, il y a deux journalistes qui sont en prison. Il y a Omar Radi et Souleymane Reissoni qui sont en prison. Peu importe les raisons pour lesquelles ils sont en prison, mais ça fait pour Souleymane Reissoni plus d'un an qu'il est en prison, il est en attente de son jugement. Et pour Omar Radi, après une dizaine de mois qu'il est en prison. Et ce que demande l'ensemble du mouvement qui demande sa libération, et aujourd'hui, ce matin, il y a eu le jugement de Omar Radi, c'est juste qu'il puisse être jugé en dehors de la prison, qui puisse être sorti. Et aujourd'hui, Souleymane Reissoni, un journaliste qui est en grève de la faim et qui est arrivé pratiquement à son 52e jour de grève de la faim. Et donc, du coup, depuis ici, j'essaie de dire que, en fait, il faut que la raison revienne. Et il faut que s'il y a quelque chose à reprocher à ces gens-là, que ce soit reproché par un jugement qui soit juste, qui puisse être jugé en dehors de leur emprisonnement. Et donc, en hommage à Khalid Jamri, voilà, merci beaucoup à tous et à toutes. Et j'attends vos questions et vos commentaires avec impatience. Et ceux qui sont au Maroc, ceux qui sont à Casablanca, maintenant qu'on peut être beaucoup plus nombreux dans les espaces fermés, venez ici, vraiment, posons-nous, discutons et que je vous présente un peu la matérialité des archives. C'est extrêmement important pour moi que les gens touchent les archives, que ce ne soit pas quelque chose qui soit mis derrière des blocs en verre, ou bien que ce soit des vinyles imprimés. J'ai tout le respect pour ça, hein, je suis contre, mais vraiment, la matérialité des archives est quelque chose d'extrêmement important pour moi, pour ne pas les fétichiser, pour les rendre disponibles. Et donc, venez ici et nous discuterons. Et s'il y a un truc qui vous intéresse, s'il y a une photocopieuse derrière qui est généreusement mise en place par carte et que vous pouvez photocopier des documents et les emmener avec vous. Donc, une grosse pensée à Khalid Jamri et merci à vous. Merci Abdeslam. Thank you so much for the amazing presentation. Guys, for whomever wants to jump in, ask questions, interact with the topics he's been touching, we'll be happy to get your questions. We can start with the curators, maybe Christ, Inka, and even the residents. So while you think about what you would like to discuss, I can start with one observation I made actually when looking at the installation. Initially, it's really your father who is and his work as a psychiatrist and his collaboration with the artists. He is the topic of this research and this amazing work. And at the same time, I see that the archive as well is beginning to be the main topic. And I understand better how you act on it with the Certeau citation that you shared with us. So it's a way to confirm a narrative, a personal narrative, a family one. So that gives a legitimacy and a way to historicize this narrative. So my question really is to ask you, maybe it's too early, but what would be the next step with the archive? Like what status would you like to add to it? Now that you confirm that history, what can be the next step with it? Maybe it's too early, but I would love to have your input on that. Je réponds en français ou en anglais. In English. I try to answer in English, and
And well, if you don't understand, you can stop me. I have a very hard English, so I will try to answer to this question. So what I will do with the archive, actually, the idea that I have, I will this centre de recherche that we want to create with France is it's especially about that, about how to create a digital space or a physical space where we will give the possibility for the private archive to come and to try to have this counter narratives because there's a very recent effort in Morocco about archives. Archives du Maroc, the institution was created in, I think, 2012, if I'm wrong, I don't remember, but it's not so far. And there is a beginning of politics toward the archives in Morocco. And the idea for me is how we have to discuss maybe with also Zaman Books and Curating that are dealing with this huge archive of School of Casablanca, how to create, we'll see, a digital or private space to make this archive available for artists, for researchers, and for people who want, for example, to search about, someone want to work about Samir Salama and want to go to the archives and to have access to it. Because the most important thing for me, for this installation, this is what I said in the end, is that archive have to be available, especially in Morocco, the private archive, because there is a huge amount of private archives that needs to go public. But for going public, we need public institutions that will take care of this archive and that will give this feeling of safety, because I won't let my father archive and my family archive to anyone, no? I will try to let it to people who would take care of it. So the idea is to try to create this dynamic by doing works like those, researching, showing the archive, and finding a digital or public or physical space to try to share this archive. And there is, for example, in Marrakesh, in Le 18. Le 18 is an organization that's working in Marrakesh in contemporary art. There is a program within Le 18 that's called Well. Also want to archive the oral history of the Amazigh people in Morocco, all the oral poetry, and they are thinking also of how to create spaces for archive. There is Ali Safi also, who is doing a great work. Ali Safi was a Moroccan film director who's doing a great work about archive. He's also thinking about how can we deal with archives. So the idea is maybe to try to create this dynamic who will take care of the archives, of the private archives, to try to begin a dynamic, a public, institutional, a public dynamic, a state dynamic that will give space for this archive. So for me, directly after that, the first thing that this residency allows me is to classify its archives. This is first, that's very important. It's a huge work. So I classified it, and I really want to find a space to make it available for people. For example, this afternoon, there is a group of students from the Casablanca School who came to the space. And, there was one of the students who told me, okay, how can I access to this archive after? So for me, it's something that I don't know, I want to think about it, but what I want to do is to try to make available this archive to the people who are interested in. I don't know the form, but there is this dynamic. And there is a lot of dynamics in Morocco, and I think cross-nationally that are dealing with this idea. So the idea is to make it available in a digital way or in I think in a physical way, because it's very important. Thank you, Abdeslam. It's true that lately there's been a huge amount of work that was done on Ahmed Bouanani, for instance, like years of working on the archives, Murad, Fatim Zahra, and Maud working on the archives of the School of Casa. There is this dynamic, collective dynamic to revive the past in the present. So I fully get you.
But the idea is also to try to put the state in front of the responsibility also, because we need also spaces. But there is now Archives du Maroc, is led by a very interesting person, Jama Baida, doing a great work. We went there when I was working in a cultural organization in Morocco. We went there in 2019. There is a very good team of young people, specialists of archive, working there. I think there is something to do with them. But the idea is to collect, to show that it's possible, but this is also a state responsibility. Yeah, that's what I was going to ask, because if once you have all these documents, then you have to work on them, assess what's relevant, what is less, and that as well something to involve the institution or not, but something to think about. I have one written question. All right, it's in French, so I will translate it. It's a question from Solène Bourezma. My question is about the person who were in Bershid at the time of the experience, the Muslim. She's asking whether you've been in touch with each of them. Otherwise, have you been able to get documents allowing you to testify in a way, in the way they have lived that experience? Did you go to the hospital of Bershid? And if you did, how did you feel about that place today? Well, thank you, Solène, for this question. For Bershid, I had, would say, a very complicated relationship to the hospital, because I always wanted to go there, but it was always difficult to go there because you need authorizations, etc., permits to go within the hospital. And also there was something, I don't know what, but there was something in the relation I had with my father and my father had with the space, that we turned around, and we finally, every time we needed to go there, we didn't want. Not this weekend, but the weekend before, because I said, okay, I have to go to this place before I begin the installation. Just to answer to this question, have you been to Bershid, and to say yes. But much more than that, we went to Bershid. We met with Salah Idrissi, that was the nurse, infirmier, the nurse who was in contact with him. We entered in the coffee, we stayed on the coffee, and one guy of the barmaid of the coffee came and said to my father, okay, you are Dr. Zizou. I remember I was in the hospital in the time when the painter was there. This was the first thing they said. The time the painter was there, and he remembered that he was always around Shaibia, because Shaibia has a lot of corals. And so I didn't get to the patients. For example, I would love to search, for example, for Kulthum, what happened to her, to search for Hashmi, the patient, what happened for him, to search for Rahal, the guy who making poetry, to say what happened to him. But we didn't have access to the archives. But last weekend we entered to the hospital, and it was I think this is why I didn't want to go to this place, because I didn't want to realize that, and I think my father didn't want to realize that 40 years after, because these days, today, it's 14 years after Bershid, nothing changed. Nothing changed. The situation, the hospital, it's much smaller. The situation is terrible. It's really terrible. The situation, the people are there. It's really terrible. It's not about the medical team. It's not about all that. It's about the way in which we think the space are spaces for to put the madness there and to let it there. And I think this is why we didn't want to go to my father, that my father can't see in his own eyes that he did all this for nothing. No? And this was something that was very hard.
but at the same time very strong, because we went there to search for the murals. There is no more murals. The places where my father worked, they all destroyed. There is a lot of, I don't know how to call this in English, even in French, I don't know how to call this, we call this طير البقر. You know, the birds that, the place is full of these birds and it's smelling so bad. There is people, organization that's working in the hospital, like Les Rubans d'Espoir organization that is working there. The situation is quite hard within the hospital. But when we went to the Barshid, we met with Salah Idrissi. We went to the place where my father lived, and in the place where my father lived, they have a house there. And just in front of the house, they just built a huge school for engineering science. And when we went there, there was the director of the space who came to us and told us what we are doing there. And my father explained him that he was living there. And they began discussing, and I presented him the work I was doing. And he just said, okay, you just have to come to Barshid and to make this exhibition in Barshid. Because we need people here to know that this space has been, there was a lot of movement. We met with a photograph. There was a photograph within the hospital. It's very strong, because when we met with him, he's so cute, so gentil, and he just said to us that something terrible happened to him. When he was in the hospital, he went 3 months outside of the hospital because he was sick, and when he get back to the hospital, all the archives he had disappeared. And I came with some photos that was his photo. It was his photos that my father kept. And he was so happy to see this. So this is for the people who worked on Barshid, on the hospital, the Salah Idrissi, the nurse, the photograph. I didn't get to the patients because I didn't get to the archives. And I think it's very difficult. And I don't think why I will do that. Maybe this is something that someone else could do, maybe to go further, to go deeper on to search these persons. But I think that for me, it's much more to speak about a family history and to give space also for these people. And for Barshid, I think the next step, I really want to go there, to spend much more time in the field, the meaning to be there, to try to have this comments on what's happening in Barshid. So this is, I don't know if I answered your question, Solen, maybe it was so in and out and but I think it's very emotional for me because it's very new, and it's very emotional for my father, because when he went there, he was very happy to see that people remembered him, but also very, not sad, but disappointed to say that the hospital is in the same, even worse when he was there. So I think that it's not very easy when you spend a lot of time to your life trying to change things and to go back to spaces and to see that it's exactly the same. So it's kind of hard to go to this place, to go to Barshid. She's saying that you answered well her question. Thank you. Really thank you, Abdesalam, for really making somehow a cultural narrative starting from that personal and family story, as you just made us felt. To me, the exciting thing also with this program is, for example, keywords when seeing or listening to you were the resistance moment of healing in relation also to Gnuwa practices, that overcoming of fear, and then it's really about that redistribution of space. I think you named it. To me, the question really is, what is the space for art, and what do you expect from this cultural program in a collective effort also with the other participants, designers, artists, art historians, in that collective effort to think about or to vitalize the space of art. So it's going out of the archive into the public space or the space or
by the example of the mural art, you showed us how important it is to, yes, redistribute the space and to, it's a bit really like a vision on your expectations or wishes, since other participants joined this meeting too. Yeah, the idea were the redistribution of space, but it was also something that the School of Casablanca did a lot. Now they work in Jama al-Fna in Marrakesh. They did work redistributing the space in schools in Casablanca. They did it in Atela, even if it was not the School of Casablanca, but much more Mohammed Blihi and Mohammed bin Aita. And I think if I understand well, your question is what we can wait from this cultural programming about the School of Casablanca. Is that? Well, I think that a research about the School of Casablanca need to create something, generate something here in Casablanca. Create the space, especially what my father said at the end, space of dialogue, the space of sharing, the space of changing our mind, the space of there is a huge energy, artistic energy in Casablanca. We just saw it between yesterday and today. There is a student that are very interested in this question. They don't know about it. We don't know about our own story, art story. So the idea is try to get the spirit of the School of Casablanca, not to do it again. Try to find the space for these people to have the chance to live this collective adventure. Because the most important in what my father did and what the School of Casablanca did, they worked together. They tried to work together. They failed, maybe, but they tried to work together. And this is the spirit that I really want to put here in Casablanca, and this is what I tried to space in all the months I was there, trying to try to create this collective adventure, try to create this collective, because this is what makes us strong. I don't know how to say it in English, but ce qui nous permet de tenir face à l'adversité, qui nous permet de tenir face au néant, quoi. C'est together. And to try even, I don't know, because maybe I'm saying too much, but try to really create this collective dynamic. And this is what is really important to me. This is what I was waiting for this program, and this is what I'm waiting with all this COVID and I had the chance for. But for example, for the resident that will come from the outside, it's also to try to work with them in this collective dynamic and try to create a collective dynamic around the School of Casablanca and around this program, cultural programming. This is for me most important. This is what I did. We did what we did, thanks to Selma, thanks to other friends. And I think that this is the most important also. It's try to be the space from where collective dynamic can go out and spread in Morocco, Casablanca. I don't know if I understood your question. I don't know if you understood my answer, but I'm speaking with the heart. No, I'm. Thank you, Inka, and thank you to the IFA Gallery also. I need to say this, thank you, because from the IFA Gallery begin my really, okay, I will take this seriously, and with Omar Bradan, with Sikas, and with Sabainab, and it was very so enlightening for me, this experience in IFA Gallery. So thank you. That idea of migration, not only of people and of forms, but also of ideas. Since we, of course, will be excited to see how this then, in a new wave, gets back to Germany, to Berlin. And yes, as you said, a bit revitalizes our sense of collective effort through. Yeah. I think we need a vision. Chris, you want to say something? I see you raise your hand. Actually, I'm one of those people that maybe does have a question, which normally I hate. But first of all, I really want to thank you for a fantastic presentation.
you know, we started this project a while ago as we all globally had other ideas around how this project unfolded. I do think that you've used this residency to its full purpose, and I actually to respond to Inka, I think it's brilliant and wonderful to have you start, because I think you laid another foundation in a research that internationally is still rather unknown, and even within Morocco can be tapped in much deeper. So in order to actually move into the contemporary, even though you say I want to move away from modernity, I still think that some foundations need to be platformed and created in order to actually move into contemporary and use this material today, right? In order to fully grasp what's there. I mean, for me, I'm although I'm not silent, I'm definitely a listener, and that's also how this project started, right? I mean, traveling through Morocco and realizing that this is a very important history that should be definitely tapped into much deeper. Was one thing that I was thinking about. This is maybe ridiculous to ask of you, because I mean, it's so specific and it's so personal at the same time. It's so interweaved, which is so brilliant, you know, and that's also what's the beauty about, at least my naive approach to Morocco. I went to visit Rio de Janeiro maybe a couple of years ago, and in the north of Rio de Janeiro, there is a foundation, a psychiatric hospital that created a museum in the ground floor. It was actually created in the year that Morocco became independent in 1956. And it was set up by a woman called Nice de Silveira. And what she did is she taught, she worked with patients through creativity and production of works, sculpture, painting, etc. And everything that was produced in her sessions would be displayed floor down. So on the ground floor, she would have a museum called the Museum of Images of the Unconscious. And when I visited the museum, it had over 9,000 works, obviously not properly climatized, but extremely interesting. And I thought that was maybe an interesting link. And I know there are many examples in the world, particularly when you look at psychiatry, art and modernity, and how that pedagogically is interweaved. I just wanted to bring it to your conscious, or maybe that's why I said I don't have a question. I just wanted to make a comment, I guess. Is this, you know, like if there is any way for you, because it's so complex and where you are, and I think that needs to be crystallized in its own way, but if you are also interested in, maybe this is too grand to ask, but to tap into some of those, you know, tentacles that have been simultaneously, maybe globally developed. This is very far-fetched, I know that. Nevertheless, we're talking about the global South. So, you know, that I don't know if that's of interest for you to, at a later stage, try and connect that more globally. Well, it's Selma, est-ce que je peux te demander si j'ai bien compris ce qui a été dit? C'est une question sur la globalité du... En fait, est-ce que tu serais intéressé à aller voir ce qui s'est fait ailleurs et comment ça peut résonner avec ta recherche? Et il a donné l'exemple de ce musée au Brésil. It was in Brazil, right? Yeah. What I said in the beginning is that even this experience is transnational, because it's an experience that is mixing, I would say, from Italy, an experience that happened in Dakar, something happening in Morocco. So for sure, I'm very interested to see how I think other societies deals with this specific idea of folly, of madness. I'm not that much in the croisement, the cruising, je sais pas comment, how do you say croisement, between art and psychiatry? The crossing of art and psychiatry. The crossing of art and psychiatry, because I'm not a specialist of art, I'm not a specialist of psychiatry, I'm a son of a psychiatrist, so I'm not very into the psychoanalysis theory and all that. But I'm really into the dynamic collective that tries to mix two things, so a lot of things from a specific position. Meaning, I am a psychiatrist and I want to mix with other words and try to, in this mixing, try to create something new. And especially when you spoke about Brazil,
It's a book my father gave me. I think it was in 2013 or 14 when I began thinking about doing that. He told me this is a book that he read a lot, and it's called Un psychiatre dans la favela, and it's written by it's an Italian name, Contini or Conti. I will find it and will give it to you. But it's my father gave this to me, Un psychiatre dans la favela. It was dealing with the experience that happened in the Nordeste, the Brazil, the favela Nordeste de Brazil. Eliana Conti. Liana Conti, exactly. And this is and he told me that this was for him a huge inspiration. And he told me the second thing, it was when he was in Trieste, he met with David Cooper. David Cooper is a big theorist of someone who worked a lot about anti-psychiatry. And he told him at this time, okay, now we Europeans will have to turn to the south and go to America Latina because there is in this place a lot of huge and good experiences. So I'm very interested in to see how this kind of experiences happen in other countries, just like Brazil, just like Nigeria, Ghana. I know that I heard that in Ghana there is something that happened. In Senegal, there was, I think, 3 years ago, in Berlin, exhibition about the work of Hans Fichter, who worked in Dakar in Senegal. So I'm very interested in this idea of the transnational, not the multinational, not the international, but the transnational, how these experiences mix and go together. So yeah, for sure, I'm very interested. I mean, she wrote a book about her methodology, which I bought. I mean, it's in Portuguese, but I can for sure, when I come to Casablanca, I'll bring you a copy and we can see if we can find ways to read it. Yeah, for sure, there is a translator. Transnational. So, yeah, but I'm very interested in this question because even, for example, in the School of Casablanca, when you see, I have a theory. I think it's something that I need to, it's not a theory, it's a hypothesis. I think that the people in the School of Casablanca were much more connected with international dynamics that are the artists nowadays in Morocco. Why? Because Mlihi lived outside. Shib'a, they lived outside. Berkahia, he lived in Prague. They lived this movement. A lot of artists, contemporary artists in Morocco, nowadays that even went out of Morocco because of visa issues and blah, 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 and borders and all that. So I think that this transnational dynamic that was happening in the 60s and the 70s in Morocco was very, 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 very important. And that's something that we need to continue because the transnational, the way to go out of domination, of hegemony, Western hegemony, is try to build things on common grounds. Okay, you do that, how do you do it? I do that, how do I do it? Okay, how can we share? So this is for me the transnational, and this is something that the School of Casablanca is going to do, the program is going to do here in Casablanca. So the transnational is fundamental for us because we open, because this is what Shib'a said. He said we cannot open to the other if we don't go back to ourselves. And for going back to ourselves, we have to meet the other. So it's something let's go. And even for us, try, for example, to go to see what's happened in Dakar, what happened in Nigeria, what's happened in Ghana, what's happened in Angola, what's happened in the territories that when we, for example, speak about anti-psychiatry, we always look to the north, to Western, and the idea of transnational is putting all the people on the same level and saying, okay, how can we share this common space? So this is what I think is important, the idea of the transnational. Ito Barada is asking whether you know about other similar experiences of art and psychiatry in the country, like in Rabat. Yeah, there was a very important psychiatrist that did a huge work in the Hôpital Razi in Rabat, Fouad Ben Shkron. Fouad Ben Shkron, there is an article of Stefania Pandolfo. She's an anthropologist, and she did an article about the work of Fouad Ben Shkron
a paper about the work of Fuad Moushkron in Razi Hospital in Italy. And Fuad Moushkron, he began his work in 1981 after studying abroad in France, and he just tried to do the same thing that my father did. He did it for 8 years because he was the chief and he was the director of the hospital of Razi. And he really tried to change things, but the same experience, he just was obliged to go out, and he went out of the hospital and he went to a private practice. There was an experience in Razi. I know that there was an experience in Marrakesh. In the hospital of Marrakesh, there was a huge experience. I know that nowadays there is, I don't know if she's still doing that. There is a psychiatrist, Nadia Moushak, who do a great job in Casablanca, in Melil. All those people will be there on Friday to speak about this experience, because I think that we need to know this experience, to know that in Morocco there is people who think about psychiatry in the meaning of psychoanalysis and the meaning of listening to the other, and they will present a part of their work. So there is, as I said, Fuad Moushkron in Rabat, Nadia Moushak in Casablanca. It was in Marrakesh, and there was an experiment also, I think, in Tétouan with Amina Bergash, psychiatric hospital of Tétouan with Amina Bergash. I think that this is something that we need to go deeper on it, to try to show that those experiences happen, and it's very important. So I think for me, this is the experiences I knew. And there is also the work that Mohammed Qassimi, Rabat. He also did a great work with Jalil Bani, a psychiatrist, and they did a long-term work. And nowadays, there is an organization that's called Les Rubans de l'Espoir, who is working also in the idea of cultural mediation, artistic mediation in psychiatric hospitals in Morocco. So, experiences I know in Morocco nowadays. Thank you. Yeah, I receive messages. I think if there is any more question, because it's 7 and people are writing to say that they have to leave. So if there is any more question, please go ahead. If not, I think Abdeslam, you deserve a well-deserved evening to rest. Smoke a cigarette and have a proper dinner. He's been working so much. Honestly, it's huge. Thank you so much, Abdeslam. Thank you, Salma. Thank you to Chris, Inka. Thank you to Fatima Zahra. Thank you to all the people who work on this program. Thank you for giving me this space. I hope that you will come to Morocco and we have time to speak and to discuss. I hope that this program will also give space to create something here in Casablanca, because people will just not need it. We have to open the spaces. We have to do, again, the School of Casablanca, not in the same way, the same thing, but we have to create the space for other form of pedagogies, other form of artistic creation. So thank you so much. Thank you for the people who listen to me. And if you can come to Casablanca, please come to visit the space. Please come to discuss with me. I really want to share it with you. And thank you so much, Salma. The program is online. Yeah, sorry, exactly. Maybe we could shortly say a few things about the program the next days. I think that's important. So the program is on for tomorrow and the day after tomorrow. It's open from 1 to 7 p.m. On Friday, we have this closed studio, but people are invited to register by sending me an email. Everything is on our website, schoolofcasa.com. So on Friday, it's a discussion on psychiatry. And Saturday, it's the big day where there is this reenactment of that week that happened in Barshid for the last week of May. So we are celebrating the 40th anniversary with the people who were there, with a younger generation of artists, thinkers, psychiatrists, philosophers. So people are most welcome to join.
And I think that I just want to conclude by saying that, yeah, what strikes me a lot in this whole School of Casa, whether it be the artists from the historical Casablanca Art School or the experience in Barshid, is how important it is to combine efforts to create something meaningful, keeping in mind that human beings are at the center. And I think that if each of us can really do their best in their speciality and combine it with other expertise to, yeah, to move forward, I think that we will gain most of it from this whole project. Voila. I also think it's still extremely important that it is also site specific. Yes. So not that we ourselves through Zoom, which is beautiful that we had the opportunity to connect with you, really. But the purpose of this project is that it's, you know, the site is Casablanca, at least for the time being. And I think that's really important to stress that. But I do appreciate the way to, at least in COVID, be able to dive into your research, even though. And you know, just yeah, to react to what you just said, initially, remember when we were speaking about the residents, what was asked for them was a restitution, and it turned out to be a public program because we realized that the project had to be anchored in the city, that we need to interact with the people from the city and elsewhere. And I think that we did achieve it with this program, at least from the first couple of days. And honestly, having the students from the School of Casa next door coming in was like, so it's like, okay, we made a point and it worked, because they came and they get acquainted with that history. So I think it's very, very important to reconnect, yeah, the people from in Casa. Voila. Wonderful. Thank you so much. We just got started, so. Yeah, I know. Fadzou. I can just stop there. Thank you. Thank you so much. Thank you. For the next resident. Next resident, hopefully it's Bik, who will be coming, and we are so looking forward to having you guys. Chris is supposed to come as well, but yeah, Celine, well, hopefully it will get going with more interventions in the city and more discussions and talks and involvement from all of us. Thank you, guys. Thank you so much. Ciao, merci Abdeslam. Merci.